Ouais, c'est pas grave. D'accord. Mais en tant que roi, ouais, il ne pouvait pas être modeste. Pourquoi? Parce qu'il est responsable. Parce qu'il est responsable. Et ça a été la raison de sa destitution. D'accord? Pourquoi? Parce que la modestie n'a pas lieu d'être au niveau du roi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il doit être orgueilleux. Non, mais qu'il doit assumer son rôle. Il dit maintenant, si tu dis non, vous savez, je ne suis rien, on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ah, vous savez, vous me demandez à moi, mais j'ai honte de donner mon avis. Mais Baba, t'es le patron. Ça ne veut rien dire. D'accord? Donc quand on le met en situation de décision, automatiquement, il doit prendre la décision. Le fait qu'il n'arrive pas à prendre la décision, peut-être par modestie, d'accord, ça veut dire qu'il n'est pas raouille, qu'il n'est pas adapté à être roi. Donc, parce que tous les commentaires, ils demandent, ils disent, mais je ne comprends pas, Hachem, il pouvait être mochel, il pouvait dire, bon, bah, c'est pas grave, Hachem, il est miséricorde, il est bonté, il va le pardonner, c'est pas grave, on fait des erreurs dans la vie, ok. Mais une erreur au niveau du roi, elle est éliminatoire. Parce que c'est lui qui prend la décision. Ouais, c'est comme si c'est toi qui conduis la voiture. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Il y a 4 enfants à l'arrière, tu es responsable, tu roules à 5,80, il y a des gens autour. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dis, bon, de temps en temps, faire un petit accident, 8, 9 morts, bon, ça rentre dans le forfait. Mais non, tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que tu es responsable. Donc ça veut dire que la responsabilité, elle te porte à un niveau où tu te situes maintenant plus grand que ce que tu es censé être. Mais alors pourquoi? Parce que ton statut, il te donne une responsabilité. Il dit maintenant, cette idée-là, on a dit, elle est par rapport à un roi. Mais dans l'absolu, chacun d'entre nous, il est roi. Pourquoi? Parce que toi, tu es roi de ta vie, tu es roi de tes choix, tu es roi de tes pulsions, tu es roi de tes peurs, tu es roi de ton corps, tu es roi de ta colère. Dès que tu termines, tu finis ton rôle de roi, automatiquement, tu deviens esclave. Parce qu'il y a que 2 solutions. Ou tu vas maîtriser ta colère, ou tu vas être victime de ta colère. Ouais, ou tu vas maîtriser tes pulsions, ou tu vas être victime de tes pulsions. Ou tu vas maîtriser ta peur, ou tu vas être victime de ta peur. Mais c'est impossible autrement. Donc ça veut dire qu'en vérité, cette dimension-là, où quelqu'un, il est responsable, ouais, en fait, elle met un statut à chacun. Parce que lui, ok, il était roi d'Israël, d'accord, mais toi, tu es père de famille. Ouais, toi, tu es une maman. Toi, tu es un patron. Toi, tu es un rave. Chacun, il a à son niveau à lui un certain degré de responsabilité. Maintenant, le problème, c'est est-ce que la responsabilité, elle est contraignante ou la responsabilité, elle est génératrice d'énergie? Elle décuple les capacités. Il y a des gens qui sont écrasés par les responsabilités, ils sont étouffés. Oh, pourquoi on me demande à moi, et pour moi, et moi, j'y arriverai jamais, et moi, et moi. Mais justement, le problème, c'est qu'ils commencent la phrase par moi. Et c'est ça la grande différence. C'est que si un homme, il est plus grand que sa fonction va le détruire. Mais si quelqu'un, sa fonction, elle est plus grande que lui, sa fonction va le porter. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Ça s'appelle l'idéal. Quand tu as un idéal, ton idéal, il va te donner des ailes. Mais quand tu penses que c'est toi l'idéal, c'est ton orgueil qui va te détruire. Alors maintenant, le problème, c'est la différence entre la nécessité absolue d'avoir confiance en soi et le fait que c'est cette confiance en soi qui t'a perdu parce qu'elle t'a fait oublier tes limites. Bon, je vais quand même continuer le cours. Donc il dit le Rav Chaim Shmulevitz comme ça. Ve'im nosif le idbonen. Et si on continue à réfléchir, c'est-à-dire ou leitarmek beinyan, et d'approfondir le sujet, nir'e, il semble, ki kedulato shel adam, la grandeur de l'homme, nimdedet lefi midat achariuto le ma'asav, selon sa qualité de responsabilité face à ses actes. C'est que tu peux mesurer la grandeur de quelqu'un sur combien il est d'accord d'assumer ses actes, d'assumer les conséquences de ses actes. Et ça s'appelle la grandeur de l'homme. Ou misheeno acharai klal, et celui qui est totalement irresponsable, areu begeder lav bardaat legamre. Ça s'appelle qu'il n'a aucun esprit, qu'il n'a aucune conscience, qu'il est même en dehors de la réalité, parce qu'il n'assume pas. Il dit Veze shacharai le maasav, et celui qui est responsable de ses actes, bemida gdola beyoter, à un très très haut niveau, ou à gever araoui leketer malchut, c'est cet homme-là qui est apte à recevoir la couronne de royauté. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? J'avais déjà expliqué plusieurs fois
ce jeu de mots, mais en réalité qui est un enseignement. Le mot achar, il veut dire après. D'accord? Acharé, après. Maintenant, acharenu, c'est après nous. Ouais, quand on dit Emrodfim acharenu, il court après nous. En hébreu, acharenu, c'est après nous. Acharechem, après vous. Maintenant, acharai, c'est après moi. Quand quelqu'un me court après, on dit acharai, il est après moi, il est derrière moi. Quand on dit en français, bon, il est sur mon dos, ils sont derrière moi, ils ne me lâchent pas. Il est acharai, il est derrière moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que acharai, ça veut dire derrière moi. Et quoi, c'est quoi? Ça veut dire acharai, ça veut dire acharenu. Je sens la pression qu'il y a sur nous de l'autre. L'autre, c'est une pression sur nous. Mais quand je dis acharai, ça veut dire après moi. Donc, je sens la pression de moi sur moi. Et comment on dit acharai? C'est derrière moi. Et comment on dit responsable? Acharai. Vous me suivez ou... Ouais. Donc, en fait, quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui est sur son propre dos. Ça, on dit en français, je me prends en main. Moi, allez, vas-y, lève-toi. Allez. Tu dis, mais attends, mais c'est assez mince. C'est ma main. Donc quand je dis je fais appel à ta responsabilité, parce qu'en toi, il y en a un qui veut s'enfuir, il y en a un qui veut se cacher dans un trou, il y en a un qui veut refuser la responsabilité, et il y en a un qui veut assumer la responsabilité. Et c'est pour ça que c'est écrit 2 fois. Je me prends en main. Ouais, le je, c'est celui qui veut se prendre en main, et le me, c'est celui qui veut se laisser aller. Il faut que celui qui veut se prendre en main, il s'occupe du gars qui veut se laisser aller. Et à ce moment-là, ça marche. En français, on dit prendre sa responsabilité. Et prendre, c'est violent, parce que c'est dominateur. Tu prends une bouteille, d'accord? Tu prends le meuble. Alors, prendre ses responsabilités, donc c'est un effet, entre guillemets, un peu agressif, d'accord? Actif, dynamique, sur une personne qui se trouve être toi. Alors, normalement, quand l'agression sur toi, elle vient de toi, en général, tu le prends quand même mieux que quand c'est quelqu'un d'autre. Parce que si tu commences à t'engueuler avec toi-même, c'est un problème. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est toujours le même principe qu'on a développé à peu près 6 millions de fois dans ce cours, qu'il y a toujours une personne en toi qui est adulte, une personne en toi qui est enfant. Une personne qui veut s'en sortir, une personne qui veut s'enfoncer dans la victimisation. Une personne qui subit, une personne qui ne se laisse pas faire. Donc cette logique-là, c'est quoi? Ça s'appelle en français la responsabilité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit la grandeur d'un homme, elle se mesure à sa capacité à assumer ses actes. D'accord? Parce que dans la réalité, il y a des choses magnifiques et il y a des choses difficiles. D'accord? Il y a des bonheurs et il y a des malheurs. Et il y a des situations extraordinaires et il y a des situations horribles. Maintenant, il y a des causes et il y a des conséquences. Maintenant, quand moi, je refuse la logique de la causalité, c'est-à-dire ce qui génère la conséquence, ça veut dire que je suis prêt à participer à la cause, mais je ne veux pas la conséquence. Ouais, ou des fois, je suis dans la conséquence, mais je ne veux pas reconnaître que je suis dans la cause. Ce qu'on appelle en français la mise en cause. D'accord? Mais la mise en cause, si vous parlez français, ça veut dire que à l'endroit où la cause démarre, c'est moi qui suis placé. Si vous parlez français. Ouais, c'est ça. Je suis mis en cause, tu peux être mis en conséquence, tu peux être mis en place, tu peux être mis en poste, tu peux être mis en cause. Quand tu es mis en cause, c'est que tu acceptes d'être à la cause. Ça va? Donc dans ton petit cycle-là de cause-conséquence, tu acceptes d'être à la cause. Je sais ce que vous allez dire. Eh ben, c'est angoissant, d'accord? C'est stressant, c'est contraignant, c'est avilissant, ouais, parce que c'est encore à cause de moi, c'est toujours à cause de moi, ça y est, encore tu m'écrases, encore tu m'enfonces. Mais ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est pas grave. Au pire, vous comprenez mieux. C'est que quand on dit que c'est à cause de toi, puisque tu es à la cause, ça veut aussi dire que c'est grâce à toi. Vous me suivez ou non? Parce que si tu es à l'origine du problème, tu es aussi en maîtrise de la solution. Parce que si tu n'as rien à voir, tu es victime. Si tu es victime, on ne va pas te parler de la cause.
Mais si la conséquence, elle est liée à la cause, et que c'est toi qui es mis en cause, donc c'est toi qui tiens le volant, donc c'est toi l'homme de la situation, donc c'est toi qui peux sauver l'affaire, donc c'est toi qui peux rattraper l'erreur, donc c'est toi qui peux demander pardon, c'est toi qui peux trouver une solution. C'est normal puisque tu es la cause. Vous me suivez, je rouvre le robinet, je suis en train d'inonder la maison. Je dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit, ma famille m'a rejeté. Mais ferme le robinet. Mais le robinet est en train de couler, ferme. Mais j'ai pas la force, j'ai pas le moral, j'ai envie de mourir, je m'en sortirai jamais. Mais ferme le robinet. Après on va parler, mais ferme le robinet. Je sais qu'il faut se mouiller pour réussir, ouais. Mais tu n'es pas obligé de patauger. Et ben c'est ça qui est bizarre. C'est l'incapacité à accepter le côté positif du fait d'être mis en cause. Parce qu'il faut bien dire la vérité. Au niveau statistique psychiatrique, les 3/4 des gens, quand tu les remets en cause, ils se sentent mal. Ben, c'est normal. L'ego, l'orgueil, la fragilité. Mais c'est pas normal d'un autre côté. Pourquoi? Parce que finalement, encore une fois, la cause et la solution, elles sont liées. Donc ça veut dire que c'est pas l'événement lui-même qui est significatif. C'est pas ta réaction non plus. C'est le fait que toi, le fait que tu réagisses comme ça prouve que le terrain qui était avant la situation, il était faible, il était fragile. Parce que si ton moi, il explose quand tu arrives dans une situation, c'est pas que l'événement est violent, c'est que ton moi est fragile. Maintenant, le fait d'accepter de voir le côté positif de la mise en cause, vous me suivez toujours? Ça s'appelle en français la responsabilité. Alors que de voir le côté négatif de la mise en cause, c'est la victimisation. Maintenant, tu peux t'asseoir et pleurer, ou tu peux te lever. Des fois, tu marches dans la rue, et puis il y a une expression canine. Bon, une œuvre d'art d'origine animale, et tu mets le pied dedans. Ça peut arriver, tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas fait attention, il y en a partout, tu as mis le pied dedans. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas mettre le deuxième pied, tu vas patauger, tu vas t'imprégner, tu vas t'enduire. Tu vas dire, écoute, j'ai marché dedans, ok, j'ai marché dedans, ok, eh bien je vais m'essuyer sur le trottoir, dans le caniveau, je vais prendre un bâton, je vais enlever le maximum, et après, quand je rentre à la maison, je finis avec du papier. Ou tu dis non, j'enlève rien. La société doit payer pour ça. Ouais, et je vais mettre les pieds dedans, et je vais mettre le deuxième pied, et je vais marcher, et tout le monde va sentir que j'ai un problème. Je vais foutre la... C'est ça en fait. Ouais. Non. C'est pas de la faute des autres si tu as marché dedans. Ouais. Et c'est à toi de te décider qu'est-ce que tu vas faire avec cet événement. Alors, est-ce que tu vas être un partisan du PSG? PSG, c'est les gens qui pèsent sur la gueule des autres. Ils pèsent sur la gueule. C'est PSG. D'accord? Ils ont un problème, tac. Ils ont un caractère, eh ben c'est mon caractère. Ouais. Ils ont des peurs, eh ben ils cassent tout le monde. Ils ont des comment ça s'appelle? Des cas de force majeure. Ils t'appellent à 4h30 du matin. Mais en vérité, c'est quoi? C'est un sentiment que c'est l'autre qui doit être responsable. Pas moi, l'autre. Alors, je ne parle pas des gens qui sont victimes de la vie, victimes de la santé. Ça, c'est normal qu'ils soient pris en charge. C'est logique, ça s'appelle la solidarité. Mais les gens qui ont tout pour être bien et qui préfèrent enlever leur sac et le donner à quelqu'un d'autre à porter, ça s'appelle le transfert de responsabilité, le transfert de culpabilité. Ceux-là, ils ne peuvent pas, parce qu'imagine-toi que le gars qui tu donnes le sac à porter, lui aussi, il a déjà son sac. Mais tu dis, bah, s'il en porte un, il peut en porter deux. Ouais. Et s'il supporte le caractère, il peut supporter le mien. Ouais. Et s'il gère ses écarts, il peut gérer les miens.
Mais non, c'est marqué, la grandeur d'un homme se mesure à sa capacité à assumer ses actes. Et c'est ça tout l'intérêt de la réalité. C'est que souvent, un acte, il se rattache à celui qui l'a mis en place. Souvent, un acte, il est représentatif de la personne qui a mis l'acte en place. Souvent, la personne, elle est à l'origine de l'acte. Maintenant, ce lien que tu peux créer entre l'acte et l'acteur de l'acte, ouais, bah ça fait que le lien il est fait. C'est comme c'est ton fils. Tu dis assume-le. Non, ben la société elle a qu'à l'assumer, ma femme elle a qu'à l'assumer, la famille elle a qu'à l'assumer, le grand-père elle a qu'à l'assumer. Mais enfin, c'est toi qui as été avec cette femme. Le bébé il est de toi. Ouais. Maintenant, quelle différence entre un enfant et un acte? Il n'y a pas de différence. La preuve, c'est quand c'est marqué Ele toldot Noach, Noach ish tzadik. C'est marqué comme ça dans le passouk, début de la paracha de Noach. Alors les commentaires, ils disent c'est quand même bizarre. C'est marqué voici les descendants de Noach, Noach. Mais non, il faut dire voici les descendants de Noach et les 3 enfants de Noach. Ham, Yafet, ouais. Mais pourquoi on dit voici les descendants de Noach? Alors Rachid là-bas sur place, il dit Ikar toldotehem shel tzadikim ma'asim tovim. La principale descendance, ouais, génération d'un tzaddik, ce sont ses bonnes actions. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, ce qu'on génère vraiment dans la vie, ce sont des actions. Vous me suivez ou non? C'est ça ce qu'on crée. D'accord? Maintenant, tu crées un magasin, tu mets ta femme enceinte, je sais pas moi, tu mets de l'argent en bourse, tu mets de l'argent sur un cheval. Ce que tu as fait, c'est ton marassé. Maintenant, on a expliqué déjà que Ma'asim Tovim, ça ne veut pas dire bonnes actions. Ça, c'est un dérivé judaïsme qui a été développé dans le scoutisme. Une béa. D'accord? Non, la Ma'asim Tovim, puisqu'on a dit que Tov, ça veut dire Shalem, ça veut dire entier. Donc des bonnes actions, ce sont des actes complets. Maintenant, un acte complet, c'est un acte que toi, tu produis complet, et c'est en même temps un acte qui te complète. Maintenant, si je crois en Dieu, si je ne crois pas, c'est sûr, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si je crois en Dieu, je sais que l'acte qui est en face de moi, il n'est pas là par hasard. D'accord? Et qu'il est au minimum à 50% le fruit de moi-même. Mais à part ça, il est aussi une proposition que Hachem me fait si je suis croyant, ou que la vie me fait si je ne suis pas croyant, de développer chez moi un potentiel qui est le complément de cette réalité. Comme l'exercice de maths, il est le décapsuleur de ma maturité mathématique. Et en faisant l'exercice, je deviens bon en maths. D'accord? Mais l'autre, il m'envoie un exercice de colère. L'autre, il m'envoie un exercice de bonté. L'autre, il m'envoie un exercice de lourdeur, de patience. Maintenant, moi, quand j'accepte ça, par rapport à lui, bon, bah, c'est bien, parce que le gars, il est content de trouver quelqu'un qui le supporte. Mais par rapport à moi, c'est que je vais faire apparaître une facette qualitative chez moi par le fait que j'ai assumé cette réalité. Donc, moi, je sors complet de cette situation. C'est un Maasé Tov. Et le Maasé, il est complet parce que j'aurais pu le pourrir avec mes nerfs et avec mes trucs, mais j'ai supporté. J'ai été patient. Donc, lui, il a gagné, qui va exister par rapport à ça, et moi, j'ai gagné, que je vais me réaliser par rapport à ça. Ça s'appelle Ma'asim Tovim. Maintenant, il dit que, Rashi, Ikar toldotem shel tzadikim. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on produit vraiment, parce qu'on croit qu'on fait des maisons, qu'on fait des magasins, qu'on fait des diplômes, qu'on fait de l'argent, en vérité, des enfants, en vérité, tout ça, c'est 99%, c'est le bon Dieu. Bah oui, parce que toi, tu donnes un peu de semences à une femme, elle te donne un enfant de 3 kilos. Il n'y a pas de possibilité. D'accord? Tu ouvres le magasin, tu vends la même marchandise que l'autre, toi, tu fais 4 millions d'euros, lui, il n'a même pas un client qui rentre. Tu crois que c'est parce que tu es un bon vendeur? Donc, dans tous les domaines, en vérité, Hachem, il participe à plus de 90%. Mais toi, par contre, toi, tu te mets en disponibilité d'eux. Ouais, et tu te mets en bonne volonté d'eux. Et ça, c'est ta part à toi. Maintenant, le problème, c'est qu'un acte ne t'appartient que quand tu l'acceptes dans sa globalité. Je ne sais pas si vous me suivez.
pour ça que c'est marqué Amatril bemitzvah omrim lo gmor. Celui qui commence une mitzvah, on lui dit termine. Par exemple, pourquoi c'est tellement grave de faire des vœux et de ne pas les accomplir? Tu peux dire, écoute, c'est que juste des paroles, c'est juste des volumes d'air qui ont été déplacés entre ma bouche et l'atmosphère. Non, tu as donné ta parole, tu as juré, tu as fait un vœu. Pourquoi le vœu, il est tellement grave que la Gemara dit que celui qui n'accomplit pas ses vœux, il perd sa femme et ses enfants? C'est grave. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, le principe de celui qui commence une mitzvah, il doit la terminer, ouais, c'est le même principe que le vœu. Pourquoi? Parce que c'est quoi un vœu? Un vœu, on va dire plus un serment. Mais c'est quoi un serment? C'est un engagement à faire quelque chose. D'accord? Donc quand tu t'engages à faire quelque chose, la fin de l'histoire, elle est inclue à l'intérieur du début. Vous me suivez ou non? Donc quand tu as dit « je vais faire quelque chose », tu as inclus le résultat, pas seulement l'engagement. Donc quand tu ne termines pas, tu remets en cause le résultat non accompli et l'engagement de départ, parce que si ton engagement était un engagement, le résultat, il aurait été obtenu. Maintenant, comment on appelle la capacité à amener son acte à sa finalité, à la réalisation de son rêve ou à réaliser son engagement? On appelle ça la responsabilité. Maintenant, la responsabilité, elle est prouvée à la fin de l'acte ou elle est le moteur depuis le début de l'acte? Qu'est-ce qui a fait que tu as assumé? Qu'est-ce qui a fait que tu as répondu présent? Qu'est-ce que tu as fait que tu as maintenu la pression pour que la chose se fasse? Parce qu'il y a eu plein d'obstacles. Parce que vous voyez, dans la tête, c'est très facile. Hein. Dans la tête, c'est des rêves, des ambitions, des pourquoi pas, des souhaits, des vœux pieux, des ambiances, des folklores, des mouvements de groupe. Tout ça, c'est très facile. Ça, c'est de la poésie. Ouais. C'est de la philosophie, c'est de la psychologie. Mais quand tu rentres dans l'action, c'est lourd. Ouais. Il y a la confrontation avec l'autre, il y a le marché, il y a la rue, il y a le stress, il y a le temps, il y a les horaires, il y a les contraintes, il y a les salaires. C'est dur. Je donne toujours cet exemple. Quand j'étais en classe de seconde, j'ai fait une seconde T, pour ceux qui connaissent, bon, à l'époque ça existait, c'était le niveau de maths et de physique de la section scientifique, plus la technique, d'accord? J'étais arrivé là-bas par erreur, une voie de garage, et on travaillait sur les matériaux, sur le métal et tout ça. Et à un moment, il fallait trouer une pièce de fonte avec une perceuse. Vous savez, les grosses perceuses industrielles. Et vous savez, tu appuies comme ça, et puis le forêt, il rentre dans le métal. OK. Maintenant, normalement, pour ceux qui connaissent un petit peu, la fonte, c'est un métal qui est beaucoup plus dense que l'acier. D'accord? Au niveau atomique. Donc, quand tu découpes de l'acier, quand tu perces de l'acier, ça fait des copeaux. Mais quand tu perces de la fonte, ouais, ça fait de la poussière. Parce que comme la densité du métal, elle est très forte, donc tu ne peux pas déchirer la fonte, entre guillemets. Tu vas user la fonte. Vous avez compris l'idée? Super. Maintenant, moi, je sais pas, j'ai pas compris ma force, ou j'ai pas compris le principe. J'ai tellement enfoncé le truc, non seulement le forêt, il s'est enfoncé dans la fonte, il a déchiré la fonte, et après, il a emporté la pièce. C'est-à-dire que la pièce, elle s'est mise à tourner devant moi. J'aurais pu avoir une main arrachée. D'accord? Alors, le prof de technique, là-bas, à l'époque, il m'a dit, écoutez, c'est la première fois de ma vie que je vois des copeaux de fonte. Comme si j'étais prédestiné à déchirer. D'accord? Mais ça m'a fait penser à ça. Que tu vois, quand tu prends une perceuse, faites l'expérience, c'est très facile. Vous la faites tourner en l'air comme ça. Elle tourne très bien. Elle tourne 5000, 4000, 8000 tours. Mais comme la même perceuse, vous la mettez dans le béton, vibrée, vous la mettez dans l'acier, vous la mettez, elle tourne moins. Maintenant, tu vois la disproportion qui existe entre un rêve ou un souhait et la pénétration de la réalité dans la réalisation d'un projet. C'est comme la densité de la fonte par rapport à faire tourner la perceuse en l'air. C'est pour ça que les gens qui vivent dans l'illusion, le jour où ils rentrent dans la réalité, ils meurent. Ils sont paralysés. Interro, contrôle sur table, partiel, on est prêt. Mais là, tu dis, présente ton CV, bats-toi avec le patron,
fais ta place dans la société, mène le projet en 3 mois alors qu'on te donne un mois, ouais, ou le contraire, un projet de 3 mois, on te donne un mois pour le faire, tu dis, mais je vais mourir. Alors tu dis, ben je renonce, j'ai 0, ça compte pas sur la moyenne. Non, on n'est pas dans une moyenne, t'es viré. Ouais. Quand tu as préparé 54 CV et que tu arrives, et le mec il te dit, écoutez, je ne peux pas vous prendre, parce que vous êtes tellement diplômé qu'au fond, vous êtes meilleur que moi. Donc vous allez me prendre ma place dans 4 mois. Bah oui, parce qu'incompétence, ça peut s'écrire en plusieurs mots, et là, ça devient vraiment odorant. D'accord? Donc c'est ça le problème. Vous avez un taux de réaction qui est bizarre. Ouais. Donc c'est ça le problème. Ou que le gars, il te dit, écoute, vous êtes super diplômé, vous êtes vraiment le premier de la classe, vous êtes vraiment super, vous êtes beau, vous êtes mignon, vous êtes extraordinaire, mais j'aime pas votre gueule. Ça, il n'y avait pas dans les UV en fac, il n'y avait pas j'aime pas ta tête. Donc tu n'es pas prêt. Alors tu nous fais le burn-out. Ben Jean-Charles, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux plus y retourner. Je peux plus. C'est trop dur. Mais Baba, tu viens de sortir de la mousse, de la vapeur, du rêve vaporeux, de la photographie d'Hamilton, pour ceux qui ont vécu à cette époque, ouais. Et là, tu rentres dans la réalité. Pourquoi ça s'appelle du cash? Parce que c'est dur. C'est dur. Tu dis, ouais, mais c'est trop dur. C'est pour ça qu'on te dit, mais même quand tu es étudiant, fais un petit boulot le soir. D'accord? Vas-y, va, tape le taf. Vas-y, ok, t'es ingénieur. Eh ben, tu sais quoi, va faire le serveur. Tiens, va travailler pendant les vacances. Va être payé des miettes. Mais va t'endurcir un petit peu. Parce que si c'est que la théorie, le jour où tu rencontres la pratique, tu te fais écraser. Alors, tu dis, oui, mais d'accord, mais il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Oui, mais tu peux diminuer la différence, numéro 1, par la préparation, numéro 2, par ton engagement à réussir. Raoul Colo, cousin de Marco Polo, c'est la responsabilité. Et c'est ça le vœu, c'est ça le serment. Le serment, c'est l'engagement à. Et bien l'engagement à, en vérité, c'est celui-là qui va te transporter jusqu'à la fin du projet. Maintenant, quand on a dit que la grandeur d'un homme, elle se mesure à sa capacité à assumer, mais assumer, c'est quoi assumer? Assumer, c'est amener un projet à sa finalité. Mais cette capacité à assumer, elle vient du niveau d'engagement. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que quand tu vas rentrer dans un système, quand tu vas rentrer dans une réalité, quand tu vas rentrer dans un projet, quand tu vas rentrer dans un challenge, dans un défi, bah, tout va dépendre de la puissance de départ. Pour ceux qui bricolent un peu, vous savez, les perceuses de professionnels, c'est pas les mêmes que l'echlala que 1 ampère, 2 ampères. Quand tu prends une perceuse 4 ampères, tu sens qu'elle a un impact. Alors toi, t'es quoi? T'es 1 ampère, t'es 3 ampères, t'es quoi toi? Si tu viens timide, comme ça, tu dis, oh, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir de... Oh, toi, t'es 1 ampère, toi. Il faut que tu sois un lion. Il faut que le mec, il voit arriver Apocalypse Now. Sinon, t'es mort. Après, tu dis, ouais, mais on ne peut pas changer sa nature. Bon, ok, fais la vaisselle. Va t'engueuler avec une assiette. Tu dis, non, je vais être responsable d'équipe, chef de développement chez Ron Poulenc. Oh, Baba, faut que tu assumes. Il y a 250 gars qui veulent ta place. Oui, mais ça fait beaucoup quand même. Il y a une pression. Des fois, je suis obligé de prendre des vitamines pour garder la ligne. Ah oui, parce qu'une pression, ça va. Des pressions. En général, les gens qui se suicident, c'est pas parce qu'ils sont trop payés. Hein. C'est parce que les pressions sont trop fortes. Mais c'est quoi une pression trop forte? Une pression, c'est la distance entre ce que tu es censé assumer et ce que tu n'assumes pas. C'est ça la pression. Et c'est pas une impression. C'est réel. Donc, il faut que tu fasses de la musculation d'assumage. Parce que comment ils gagnent de l'argent, les entreprises? C'est facile. Pourquoi, quand tu es cadre, pourquoi tu es mieux payé? Parce que tu fais le boulot de 4 mecs. Donc ils s'en foutent de te payer 10 000, puisqu'avec les charges, ils auraient dû te payer 50 000 s'ils avaient pris les 4 mecs pour le boulot que tu fais. Donc tu dis, ouais, je suis super bien payé. Mais sûr que tu es bien payé, puisqu'à 40 ans, tu es vidé, tu n'as plus de force.
J'avais lu une étude sur ça. Les grandes sociétés, elles prennent des petits jeunes comme ça, plein la pêche, et les forment à leur école, et après, ils les pressurent, ils les usent jusqu'à 40. À 40, le gars, il le jette. Il a enlevé tout, la sève, le sang, les os, les nerfs, les muscles. Rien. Un cadavre jeté comme ça. Après, il dit, ouais, j'ai été pressurisé. Ah, tu dis alors qu'on est condamné? En 2 mots? Non. Non. Pourquoi? Parce que la charge, elle augmente, la musculature, elle augmente. Toujours, je vous l'histoire de l'arbre. Vous vous rappelez l'arbre ou non? Non? Les redoublants? Non plus? Bon. Un arbre. Vous le voyez là? Je précise parce qu'après, il y a des gens qui... Bon. Un arbre. Vous allez chez Truffaut. Bon. Vous demandez, bonjour, je voudrais un cerisier. Le mec, il ne va pas te filer un cerisier de 20 mètres de haut. Il va te filer un petit truc comme ça, un petit tronc comme ça, avec 3 branches, 2 branches. Voilà, monsieur, hop, tu payes tes 80 €, tu rentres chez toi, tu le plantes. Ok. Là, tu sens que tu t'es planté, ça pousse. C'est normal, ouais. Et après, au fur et à mesure, les branches vont augmenter. Mais comme la nature est bien faite, le tronc va augmenter au fur et à mesure que le poids des branches va augmenter. Parce que quand vous réfléchissez que tu as enlevé 50 kilos de cerises, ouais, tu as bien compris que le cerisier, à part les 50 kilos de cerises, il portait les 400 kilos de branches. Eh bien, le tronc, c'est le moi. Les branches, ce sont les différentes facettes de tes responsabilités. Parce que tu es un homme, tu es un fils de parents, tu es un mari, tu es un père, tu es un responsable dans une société, tu es un responsable dans la communauté, tu es impliqué dans ta société, tu es impliqué dans la société civile. Tout ça, c'est des branches que tu portes. Maintenant, pourquoi tu vois qu'à un certain moment, les gens, ils craquent? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté les branches, mais ils n'ont pas épaissi le tronc. Alors tu dis, ouais, tu vois, ça va trop vite. D'accord? Détripler la première grossesse, le soir du mariage. D'accord? Tu passes d'une école d'ingénieur à un poste à responsabilité sur 120 000 personnes. Ah, ok, c'est pour ça que c'est progressif normalement. C'est pas parce que tu as le temps de t'habituer, c'est que tu as le temps de grandir pour pouvoir assumer. Mais en tout cas, quand tu craques, c'est parce que c'était trop lourd. Parce que toi, tu as fait une erreur fatale, c'est que tu n'as pas augmenté le tronc au fur et à mesure que tu prenais les responsabilités. Donc quand tu augmentes la responsabilité, tu fais de la musculation. D'accord? Quand tu es célibataire, tu travailles ton sens de la responsabilité. Tu te construis, tu évolues, tu vas au bout de tes choix, tu assumes, tu payes ton loyer, tu supportes tes parents, tu supportes tes frères et sœurs. Après, le vrai combat commence, puisque tu te maries. D'accord? Donc maintenant, tu assumes le caractère de ta femme, le truc, après la grossesse, les nerfs, le stress, les engueulades, le shalom bayit, mais tu te muscles. Après, la musculature que tu as fait, elle te permet d'assumer tes enfants. C'est pareil. Toi, tu as assumé, tu as fait tes études, tu as payé tes trucs, tu as pris ton petit boulot pour pouvoir te débrouiller tout seul. Tout seul, tu t'es organisé pour rentrer, je sais pas, à Oxford ou j'en sais rien. Là-bas, tu as fait des petits boulots, tu t'es battu, tu as fait du télémarket pour payer tes études. Après, tu as pris sur toi et comme ça, tu t'es... Maintenant, toi, tu crois que comme tu as fait des hautes études, c'est pour ça qu'on t'a donné un grand poste. Mais non, c'est le combat que tu as mené pour faire les hautes études qui te donne le niveau de responsabilité pour pouvoir assumer le grand poste. Toujours, je donne cet exemple, c'est le gars qui avait raté la prépa HEC de 2 points. Il voulait mourir. Il a dit, je vais mourir. Je dis, mais non, il dit, je vais mourir. Il m'a dit, son père, il dit, je vous le passe parce qu'il veut mourir. Il m'a dit, Rav, tous les jours, 5 heures du matin, minuit, tous les jours. Pas de sortie, pas de boîte de nuit, pas de frioriture, pas de vitamines, rien. Je mettais les tefs, Kriyat Shema, Hamida, je travaillais jusqu'à minuit. J'allais dormir, rac, je recommençais. Tac, les vitamines, les cafés, les vitamines, pendant 2 ans. J'ai raté de 2 points. Les mecs, mes copains, fument, copines, sud, soirée, ambiance, Ravitzrak, Guetta, Ibiza. Et ils ont réussi. Ils sont passés. Et moi, j'ai raté. Je vais mourir. Alors, je lui dis, écoute, ok, t'as raté la prépa. Ok, tu rentres pas à HEC. Ok. Mais ces 2 ans de travail, vous savez qu'une prépa, c'est à peu près comme 6 ans de droit. Niveau glande. D'accord? C'est très dur, la prépa. Le droit, c'est plus calme. Oui,
Oui, j'ai vu des gens, ils travaillaient 2 mois avant la fin de l'année et ils avaient leur année. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant 8 mois? Tu sais pas. Ouais. Bon, peut-être qu'il en a le droit, c'est vrai. Mais c'est quoi l'idée? C'est que je dis ce que tu as développé comme qualité, c'est-à-dire comme perpétuité d'effort, comme capacité d'analyse, comme capacité d'absorption, comme capacité de synthèse. D'accord? Ça, ce que tu as, c'est à toi. C'est à toi. Maintenant, tu peux faire n'importe quelle étude, tu peux même prendre un poste, tu peux même être autodidacte dans un domaine parce que tu es instrument, puisque tu as fait déjà la musculation. Tu as fait la musculation. Moi, toujours, je disais ça. Même à mes enfants, tout ça, même à l'Eshiva. Des mecs qui me disaient, mais Ria, qu'est-ce qu'on va faire? On est là en train d'étudier un texte qui a 2000 ans, d'accord? Dans un monde où on a besoin de diplômes, on a besoin de reconnaissance sociale, on va crever la dalle, on va mourir. Moi, je lui ai dit, mais je comprends pas, il y a 2 solutions. Je fais ou t'es bon, ou t'es nul. Si t'es bon, on va venir te chercher. Si t'es nul, tout le monde va t'éviter. Maintenant, toi, tu as une seule chose à faire, devenir bon. Maintenant, tu es dans la fac, sois bon. Tu es à l'Yeshiva, sois bon. Mais sois bon. Mais si tu dis, ah, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien, et puis de toute façon, la vie, c'est pas facile, et puis j'ai des soucis, et j'arrive pas à me concentrer. Donc, tu es nul. Si tu es nul, tu as raison de te faire des soucis. Tu as raison d'avoir peur pour l'avenir. Parce que quand tu es nul, c'est-à-dire que tu vas compter sur la pitié, puisque tu n'assumes pas. Mais quand tu assumes, ouais, bah tu vas assumer. C'est ça le problème. C'est est-ce que tu as le cerveau pour assumer? C'est ça le problème. Ouais. Donc ça s'appelle la musculation de la vie. C'est-à-dire tu tapes sur la table, je vais le faire. Toujours les khatanim, je leur dis ça quand ils vont rencontrer les beaux-parents. Je dis les beaux-parents, leur problème, c'est pas que tu es docteur, c'est pas que tu as 1 milliard. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont sentir un gars responsable? Ils ont besoin d'être rassurés. Maintenant, si tu viens mal habillé, à moitié bourré, que tu délires sur le nez de la belle-mère, si tu me dis comment vous allez vivre plus tard, tu dis si Dieu veut. Mais le mec, il a bossé toute sa vie, tu crois qu'il a envie que tu lui dises si Dieu veut? Dis-lui, je vais travailler, voilà ce que je vais faire, voilà ce qui est en place, voilà le projet, voilà le truc. Mais si tu n'es pas rassurant, pourquoi il va être rassuré? Même si c'est ton projet, il est de travailler dans l'assurance. Comme tu veux ou non? Parce qu'il va te donner sa fille et t'es pas rassurant. Tu fais le genre rigolo, je les ai pris à la sympathique, je leur ai mis une ambiance. Écoute, Gad, là, il s'agit de se marier, là. On n'est pas au spectacle. Là, il faut se marier, là. Le gars, il dit, je vais donner ma fille à un fou, à un clown. Il faut le rassurer. C'est normal. Maintenant, encore une fois, comment tu peux rassurer si tu n'assures pas? Et comment tu vas être rassurant si toi-même tu n'es pas rassuré? Et comment tu te rassures? Parce que tu assumes. C'est facile. Maintenant, après, il y a le mytho. Le mec sûr de lui qui font rien. Ouais. Mais les gens normaux, quand ils assurent, c'est parce qu'ils s'engagent. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que l'engagement, il est dans l'essence intérieure et profond de la nature de la personne. Mais si c'est juste un engagement verbal, ben, les paroles n'engagent que celui qui y croit. Si c'est un engagement intellectuel, si c'est un engagement émotionnel, je sens que je vais le faire, je sens. Écoute, pour l'instant, je sens ton haleine, alors tu t'écartes, d'accord? Non, tu dois t'engager à le faire. Tu dis, je vais mourir pour ça. Jamais ma famille, elle manquera. Jamais. Si tu dis, bah écoute, la conjoncture est mauvaise, le marché est nul, je ne crois pas, tes enfants, ils ne vont pas manger. J'ai rencontré des gens comme ça. Ils se mettent dans un format de « mes enfants ne vont pas manger ». Tes enfants, ils ne vont pas manger. Mais toi, tu vas manger, toi. C'est un format. Alors, encore une fois, je ne parle pas des gens qui ont une fragilité ou des gens qui ont eu tellement de souffrance dans leur vie qu'on les a, entre guillemets, castrés de cette capacité à assumer. Ouais.
parce que les pauvres, ils sont déjà dans une logique d'exclusion et dans une nécessité de solidarité. Mais entre guillemets, les gens qui ont une vie normale, une vie heureuse, une vie équilibrée, et qu'on leur dit simplement, on leur passe le relais, on dit écoute, on s'est occupé de toi pendant 20 ans, maintenant c'est toi qui vas t'occuper des autres, et que le mec il dit non, 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 moi, il me faut un tapis roulant, moi, il me faut un escalator, il me faut une prise en charge, il me faut du 100%. Mais tu peux pas, papa. Et la vie, elle continue. Tu crois que tu veux que ton grand-père il fasse les courses pour toi? Tu veux que ton père il te paye le loyer à 44 ans? Va te bouger. Bouge. Tu dis non, c'était vachement confortable, c'était beaucoup plus simple. Ouais, là tu l'attaques pour non-assistance à personne en difficulté. Il a 78 ans. Chacun son tour. Et encore une fois, c'est pas seulement que genre on t'empêche d'utiliser une combine. Ouais, c'est aussi que tu n'es même pas vivant. Puisqu'encore une fois, la définition de la vie, c'est l'autonomie. La preuve, c'est qu'un mort, tu lui dis lève-toi Maurice, il ne se lève pas. Tu dis je t'en prie, je suis bloqué, ferme la fenêtre. Il ne bouge pas. Tu lui dis vas-y, donne 20 euros au gars parce que j'ai pas mon portefeuille sur moi. Il ne va pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Tu dis mais t'es fou, tu demandes à un mort de se lever, toi. Il est mort. Ok. Je vous ai déjà dit 1 million de fois que moi je ne parle pas des morts qui sont morts. Les morts qui sont morts, les ahmam, les pauvres, ils sont morts. Mais les morts qui sont vivants. Ouais. Alors toi, tu crois qu'ils sont morts. Elle est pauvre, tu sais. Ouais. Si on dit que la vie, c'est de porter son rêve à la réalité, donc la mort, c'est de le garder à l'intérieur. Maintenant, tu le gardes à l'intérieur parce que tu es paresseux, tu le gardes à l'intérieur parce que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas d'expérience, mais ça reste quand même à l'intérieur. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu dis non, je crois que c'est mort. Tu parles de qui exactement? Tu parles du projet ou tu parles de toi? Tu dis non, non, c'est pas mort, c'est vivant. Tu sais que la preuve, c'est que la vie, elle se ressource dans la mort. Tu sais que la graine, avant de germer, elle pourrit. Tu mets une graine dans la terre. D'abord, elle pourrit et après, elle germe. Tu dis, oh, ça vraiment, c'est incroyable. Ouais. Et tu prends les déchets, tu les mets dans le champ, c'est sur les déchets que ça va redémarrer. J'ose même pas vous dire la fertilité des cimetières parce que vous allez avoir des idées noires. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, la vie, elle vient de la mort. Tu dis, moi, mais c'est horrible, c'est macabre, c'est presque angoissant. Mais non, je ne t'ai pas parlé de la mort, que tu tues les gens, tu les enterres. Non, je te parle que quand tu as réalisé, par exemple, ton choix, c'est parce que il est sur la mort, parce que tu as tué ta flemme. Tu as tué ta peur. Tu as tué ta lourdeur. Tu as tué ta bêtise. Donc combien tu as tué de gens en toi pour être bon? C'est pour ça que les nuls, c'est toujours des gens qui disent « Ah ben moi j'ai tué personne, hein. Écoutez, je comprends pas, on m'accuse de tout, j'ai tué personne. » Mais c'est ça le problème, c'est que tu as tué personne. Voilà, tu n'as pas dit de tuer le monde entier, parce que vous avez compris maintenant. Les bons, c'est les gens qui ont tué ce qui est mauvais en eux. Les mauvais, c'est les gens qui tuent ce qui est bon en dehors d'eux pour pas qu'on les accuse d'être mauvais. Comme on dit dans la religion, la terreur est humaine. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Ouais. C'est qu'une personne, elle croit que l'autre en existant m'empêche d'exister. Donc je vais me débrouiller pour que l'autre n'existe pas. Comme ça, je ne vais pas avoir l'impression que l'autre en existant m'empêche d'exister. Alors ça, je vais vous soigner tout de suite, en une phrase. Vous pouvez l'écrire sur un mur, vous pouvez le peindre sur un tableau, vous pouvez le tatouer dans le dos de votre sœur. Comme ça, vous pouvez le regarder. Tiens, tourne-toi, j'ai besoin de réfléchir. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. Personne ne prend ta place. Personne ne t'écrase. Même personne ne te bouffe l'air. Personne ne te met la inara. Personne ne t'empêche d'exister. Personne. Rappelez-vous cet exemple de Ben Chetrit qui était violent, mais bon, à l'époque il était violent, mais en vieillissant il est devenu gentil. Je donnais cet exemple. Je dis, le gars il est dans la queue pour rentrer dans la chambre à gaz. Il est tout nu. Ils sont tous là. L'autre il pleure, l'autre il crève, l'autre il fait caca sur lui.
Mais lui, c'est un rave. Il est tout nu, c'est un rave. Il se prépare à rencontrer son créateur. Et à côté, il y a le nazi. Nazi, ouais, diminutif de naze. Et le gars, on est en Pologne, il fait moins 30, il a ses sous-vêtements, il a son uniforme, il a sa veste en cuir, et il a encore son manteau fourré. Ouais, il est bien au chaud dans ses bottes. L'autre, il est tout nu. Et en plus, il a son berger allemand, pour bien donner son identité, puisqu'il est allemand, et quelque part, c'est lui le berger de tous ses moutons, d'après lui. C'est un berger allemand. Et bien, le juif, avance, va à la mort, où il est ton créateur? Et l'autre, il est concentré. Il est tout nu, en train de se préparer, en faisant le Kriyat Shema avec la Kavana. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu dis, mais là, c'est le moment de faire le pauvre type, là, c'est le moment de se mettre par terre, d'implorer la pitié, de faire caca sur... Non! Mais tu rigoles ou quoi? Oh! Je suis un sadique, moi. Moi, j'assume. Ok, je suis là, je suis pas content d'être là. J'aurais préféré être ailleurs. Mais je suis là. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire qu'il me chachem. Ah non, tiens, je vais craquer, je vais pleurer, je vais truquer. Ce serait humainement compréhensible. Ok. Mais d'un autre côté, peut-être c'est une occasion. C'est pour ça que j'avais lu un truc effroyable. J'ai lu beaucoup de livres sur les camps de la mort. C'est qu'il racontait que quand les nazis ils maltraitaient, ils frappaient, ils mettaient des coups de bâton, des coups de gourdin, les déportés, très rarement, ils plaignaient, ils se plaignaient, ils pleuraient. Ils ne parlaient pas, ils prenaient les coups, ils ne disaient rien. Mais quand la situation s'est renversée et que les camps étaient libérés et que les déportés, ils ont attrapé les nazis, il a dit les SS, genre la race supérieure, ils pleuraient comme des bébés. Ils demandaient la pitié, ils se mettaient par terre. Ne me tuez pas, j'ai des enfants. Mais le mec, tu lui as tué 70 personnes de sa famille, tu lui demandes tu lui demandes la pitié parce que tu as un fils qui t'attend là-bas à Berlin. Vous suivez ou non? Ça veut dire que la race supérieure, en fin de compte, c'est la race inférieure. C'est pour ça qu'on les appelle des bons à rien. D'accord? Mais c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est une référence un peu violente. Bon, mais l'idée, c'est ça. C'est de dire, est-ce que ma dignité, elle me porte, ou est-ce que ma dignité, elle m'enferme, elle me protège? Vous me suivez ou non? Ça veut dire que quand je fais des efforts et que j'assume et que je grandis, en fin de compte, c'est ça qui me protège. Alors que le contraire, les gens qui disent, ouais, tu sais quoi, évite les efforts, trouve des trucs, trouve des patentes, redistribue les responsabilités, sois le maître de tous les rôles, et toi, tu fais rien. Mais c'est dangereux, parce que, ok, t'as flemmardisé, ok, t'as évité les efforts, ok, t'as pas les courbatures, mais t'es rien devenu. Parce que le passou qui dit, le paresseux ressemble à un champ dont la barrière est renversée. Alors, toujours vous imaginez, à la campagne, à l'époque, les champs. Comment c'était les petits champs? Il y avait un champ, et puis autour, on mettait des barrières de pierre. Avec quoi ils étaient faits, ces barrières? Avec des pierres. Parce qu'on n'allait pas aller chez le roi Merlin pour acheter des parpaings. En pleine Corrèze, ou là, en plein milieu de la... On faisait avec les pierres. Maintenant, d'où elles venaient ces pierres? Elles venaient du champ. Pourquoi? Parce que le gars, quand il est en train de labourer son champ, il trouve des pierres. Il les jette sur le côté. Il repasse encore une pierre, une grosse, une petite, une moyenne. Mais ces pierres n'ont pas du tout la même taille et pas du tout la même forme. Parce que la nature, dans sa grande générosité, elle a créé le pluriel. Alors que nous, dans notre grande ingéniosité, on a créé le singulier. Toutes les bouteilles de Contrex, elles sont les mêmes. D'accord? Et après, on trouve la simplicité de la nature. Alors qu'en vérité, c'est la nature qui est complexe. C'est nous qui sommes des simplistes. Donc maintenant, toutes ces pierres, en vérité, ton champ, c'est ta vie. Le laboureur, c'est toi. C'est la personne que tu deviens. Maintenant, plus tu vas affiner la terre, plus tu vas concasser les mottes, plus tu vas affiner tes choix, plus tu vas devenir une personne adina, fine, profonde, sensible, intelligente, assumée. D'accord? Maintenant, toutes ces pierres que tu as rencontrées dans le long parcours de labourage de ton champ, ces pierres-là, tu les as mis sur le côté. C'est avec ces pierres-là que tu fabriques le mur qui va protéger ton champ. Donc, qu'est-ce que c'est les pierres? Les pierres, c'est la dignité, c'est le respect de soi,
c'est la valorisation personnelle, c'est la limite à l'agressivité de l'autre parce que c'est ton jardin protégé, d'accord? C'est ça, c'est Pierre. Donc en fait, tu as fabriqué ta dignité en luttant contre les obstacles que tu as rencontrés dans ton évolution personnelle. Puisque c'est en labourant la terre que tu as rencontré les obstacles, et c'est les obstacles qui t'ont renforcé. Donc si tu évites les obstacles, si tu les fais assumer par quelqu'un d'autre, si tu te mets toujours en situation de savonnette, glissade, et exclusion, évitement, ok, il n'y a pas de cailloux, mais tu n'as pas de mur de protection non plus. Premier reproche, tu pètes en l'air. Susceptibilité, souffrance, victimisation, impossibilité, castration morale, mentale, émotionnelle. Tu dis, mais Baba, où ils sont les pierres? Où il est ton mur de protection? Tu dis, Baba, je pensais que justement, comme je suis fragile, je pensais qu'on allait me proposer un mur. Mais le mur, c'est toi. T'as pas compris encore? Le mur, c'est toi. Si l'autre, il te marche sur la tronche, c'est parce qu'il pense que c'est possible. T'as déjà vu un tigre qui dit à une brebis, écoute, franchement, je suis impressionné. Mais non, c'est un tigre. Il va te bouffer. Alors des fois, il y en a qui sont intéressés à être bouffés par des tigres. Mais après, ne viens pas dire, il a l'abus de confiance, il a profité de moi, il est parti comme un voleur, avec un faux numéro. J'ai déjà dit qu'il y a une maladie trop développée et pas assez soignée qui s'appelle la NIA, pour rester poli. D'accord? Donc quand tu vois que l'autre, il est là pour manger, ne fais pas le steak. Tu dois être une viande congelée, vivante, non abattue. Tu ne bouges pas un centimètre. Et lui, il fait comme ça. Il n'y a pas. Zéro. Allez, je t'en prie, on n'est pas religieux. Zéro. Bon, une petite caresse, une petite relation, vite fait. Zéro. Bah, au moins, j'habite chez toi, t'habites chez moi, on essaye pour voir si on est compatible. Zéro. La carte, la date, les parents, la choupa, la soirée, l'actuva. Et après ça, on va aller faire des choses tous les deux. Tu dis, mais je ne tiendrai pas jusque-là. T'en fais pas. Il y en a beaucoup qui ont survécu. Et c'est pas seulement que tu vas survivre au niveau physique, que malgré que vous n'avez pas eu de rapport, ouais, mais c'est surtout que l'image que tu as de la personne avec qui tu vas aller, ouais, elle est conservée. Parce que vous savez qu'un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Et ça, c'est les gens sérieux, respectueux et religieux. Mais celui qui a orienté toute sa vie sur la centralité de l'homme, la partie équatoriale, la partie la plus chaude, et que c'est ça son projet, et qu'il a fait un transfert d'hémisphères cervicaux entre les deux hémisphères du haut et les deux hémisphères du bas, je crois que celui-là, il ne va pas accepter la doctrine développée dans le monde goy, que la femme, c'est l'objet du désir. Maintenant, n'oubliez jamais que tu ne peux pas exiger le respect, mais tu peux le susciter. Comment? En étant respectable. Or, tu ne peux être respecté que parce que tu es respectable, et tu ne peux être respectable que parce que tu te respectes. Après, tu dis, ouais, mais pour avoir un peu d'amour, pour avoir un peu d'attention, ben, des fois, il faut faire certains sacrifices. Mais ma chérie, quand une pomme se sacrifie, elle devient un trognon. Et méfie-toi, parce que depuis le début, tu dis, oh, t'es trognon, t'es trognon. Il te prépare psychologiquement à l'abattage. Et toi, tu dis, je peux pas. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu es un garçon, je sais que je suis une femme. On a des sentiments, mais je peux pas, mon amour. Parce qu'après, tu vas me regarder comme un objet de consommation déjà consommé. Et moi, je veux qu'on élève ça à un niveau de sainteté, de pureté, d'engagement et surtout de responsabilité. Mais toi, non seulement tu t'amuses,
non seulement tu profites, non seulement tu salis, non seulement tu pollues, mais en plus de ça, quand l'autre est tombé enceinte, voilà, l'abonné absent. Et après, tu vas voir le rabbin. Rav, est-ce qu'on peut enlever le bébé? Parce que franchement, c'était un coup d'un soir, j'ai pas du tout imaginé, en plus c'est pas mon genre, en plus elle est marocaine. Mais si elle était assez bien pour s'allonger dans ton lit, elle n'est pas assez bien pour être debout à la choupa. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'amener à la choupa dans un lit? Comment tu vas faire? Tu me diras, je pensais pas, je me rendais pas compte. Tu n'assumes pas ta responsabilité, tu n'as pas compris encore. Mais ta responsabilité, elle n'a pas commencé quand l'autre, elle t'a dit, j'ai fait un test et je suis enceinte. Ta responsabilité, elle a commencé quand tu es rentré dans le lit. Non, quand tu as dragué, quand tu as mis l'autre en situation, quand tu l'as usé, jusqu'à ce qu'elle accepte. Parce que de toute façon, on va se marier, parce que de toute façon, tu seras l'homme de ma vie, de toute façon, tu seras le père de mes enfants, alors que c'est faux. C'est trop cher. C'est trop cher. Même si tu as très très soif, ne donne pas un diamant pour avoir une canette de coca. C'est éphémère, temporaire, et en plus gazeux. Alors pour qu'il reste un roux, non, tu donnes rien. Et si vraiment le gars il te dit, écoute, j'en peux plus, je vais mourir, tu lui dis de ma part, crève. Le Rav, il m'a dit, crève. Il m'a dit de te dire, crève. Eh bien, tu verras qu'il ne va pas mourir. Ça fait 25 ans que je donne ce conseil. Jamais une fille, elle est venue me voir un mardi en me disant, eh ben, il est mort. Voilà vos conseils du rabbin. Eh ben, il est mort, le mec. Il fait une crise cardiaque devant moi dans la voiture. Il est mort comme ça. Oh, oh, comment tu veux pas? Oh. Eh ben, il ne meurt pas. Non seulement lui, il ne meurt pas, mais l'image qu'il a de toi, elle ne meurt pas non plus. Et il te respecte. Parce qu'il sait qu'il y a des filles pour s'amuser et des filles pour se marier. Alors toi, tu as assumé, parce que tu es une bâtisse Israël. Lui, il a assumé, parce qu'il veut que tu sois la mère de tes enfants. Donc il ne va pas te polluer pour des besoins éphémères et basiques. Donc toi, tu as assumé, lui, il a assumé. Mais mais vous êtes les rois de la situation. C'est ça, Khatan Vekala, Meler Vemalka, le roi et la reine. Tu crois le roi et la reine parce que vous êtes les rois de la teuf? Mais non, tu es un roi parce que tu maîtrises ton Yetzerara, parce que c'est un tzaddik, parce que tu vois ta femme comme une valeur, pas comme un objet pour tes besoins personnels équatoriaux. Mais va te soigner, va te soigner. Tu dis, attends, j'ai des besoins quand même. Je suis un homme. Mais déjà, quand tu parles, j'ai envie de te mettre à quatre pattes avec une laisse. Déjà, j'ai du mal, déjà. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, compte cette capacité à assumer ta responsabilité, en fin de compte, c'est pas seulement qu'elle te donne le niveau de grandeur, c'est qu'elle a fait que tu es devenu ce que tu étais censé devenir. C'est pour ça que Arev en hébreu, ça veut dire responsable, mais Arev, ça veut dire aussi mélanger. Parce que celui qui est responsable, c'est celui qui se mélange avec la situation. C'est celui qui assume la situation. C'est celui qui la prend en main, la situation. C'est celui qui rentre dans la situation. Mais celui qui dit, écoutez, je préfère ne pas être mêlé, je préfère ne pas être mélangé, je préfère ne pas être associé, donc il ne veut pas être méourav. Méourav en hébreu, c'est mélangé. Mais méourav, ça vient de harev. Vous savez ou non? Donc ne pas être garant, ne pas être responsable, ça veut dire ne pas être mélangé. Mais étant donné qu'on a dit que la seule manière de grandir, c'est de grandir grâce à la situation que tu assumes, donc en n'étant pas mélangé, tu perds aussi l'opportunité de devenir complet. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, la responsabilité, c'est un poids, c'est une contrainte, mais c'est aussi un accélérateur de maturité. Parce que plus tôt tu vas assumer, plus tôt tu seras grand, plus tôt tu seras fort. C'est pour ça que l'équilibre fragile dans l'âge d'un enfant, à partir de quand tu peux lui demander d'assumer, il est très important de calculer. Parce que si tu lui demandes d'assumer trop tôt, en le rendant adulte, tu lui bouffes sa jeunesse. Si tu lui demandes d'assumer trop tard, comme tu lui as prolongé sa jeunesse, il n'arrive pas à rentrer dans le monde des adultes.
Ça va ou c'est trop abstrait? Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on a créé la période intermédiaire qui s'appelle l'adolescence. Parce qu'on ne veut pas dire un enfant soit un adulte. On dit un enfant, il va être adolescent, et après il va être adulte. Et adolescence, c'est justement la période où tu sens les choses, puisque l'ado le sent. Il dit, mais cette logique, c'est quoi? C'est qu'il va finir le rêve, l'illusion, les dessins animés, l'ambiance, le jeu vidéo. Il va rentrer dans le monde progressif de la réalité pour arriver à l'âge adulte. Et le passage de la prise de conscience entre la fin du rêve et le début de l'ascension vers le monde des adultes s'appelle en français la crise d'adolescence. Parce que les gens ils croient que c'est à cause de la pression parentale, la pression sociale, la difficulté des études. Non, c'est un passage. C'est un passage normal. Tout le monde fait sa crise d'ado. C'est très bien. C'est sain. Moi, j'ai très très peur quand les gens de 50 ans, je leur dis comment c'était l'adolescence? Oh, une note à la poste, rien de spécial. Donc je sais qu'ils n'ont pas encore eu. Alors rappelez-vous, la psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais c'est plus cher. Parce que tu l'as fait à 17 ans, tu es entre ton père, ta mère et la religion, tu te fais ta crise, ok. Mais quand tu l'as fait à 45 ans, ça s'appelle l'adultère. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de vivre ma vie, j'en ai marre d'être une machine d'Afrique, je veux être heureux, moi aussi, j'ai droit au bonheur. Je dis, attends, t'es marié, t'as 6 gosses, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu fais une crise d'ado. Vous suivez ou non? Parce que tu ne l'as pas fait à la bonne période. Pourquoi? Soit parce qu'à l'époque, tu étais dans l'incontinence mentale, d'accord? Soit parce qu'il y a des gens qui t'ont obligé à être adulte. Et quand on t'oblige à être adulte quand tu es enfant, eh ben, quand tu arrives l'âge adulte, tu veux faire l'enfant. Ça s'appelle les montants compensatoires. Donc c'est très très dur de calculer à quel âge tu peux commencer à demander à l'enfant d'assumer. Encore une fois, si tu commences trop tôt, tu lui bouffes la jeunesse. Tu lui bouffes son enfance. Donc toute la vie, il va être en recherche de... donc quand par exemple, tu ne l'as pas laissé jouer avec les petites majorettes, maintenant il met des millions d'euros à s'acheter des petites Ferrari. En fait, c'est ces petites voitures. C'est ces petites voitures. Lui, il voulait jouer à la Barbie. Tu lui dis, écoute, c'est pas pour les hommes. Maintenant, il passe d'un mannequin à l'autre. Tu dis, mais marie-toi. Non, c'est juste pour m'amuser. Poupée Barbie. C'est grave. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas eu le temps de poser la chose. Il n'a pas eu le temps de laisser cuire la tarte. Ouais. Parce qu'il a fait trop vite, trop tôt ou trop tard. C'est pour ça Hanor Anar El Pi Darko éduque l'enfant selon... Darko, c'est quoi Darko? Darko, c'est pas le masculin de Darka. Non. Darko, entendez mieux là? Et là? Et là? Donc depuis tout à l'heure, vous n'entendez rien. Quelle patience. Peut-être qu'ils ont touché la sono. Vous entendez là? D'accord. Donc Darko, c'est son chemin. Et c'est ça la difficulté de l'étude, de l'éducation. C'est que les règles sont communes, mais l'application, elle est différente pour chaque enfant. Si vous allez dire, écoutez, on n'est pas vraiment en âge, rave... Mais n'oubliez jamais qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant vous, il faut déjà éduquer l'enfant qui est en soi. Donc, comment tu vas accompagner l'enfant dans la démarche de sortie du labyrinthe de la nullité si toi-même, tu es encore perdu dans ton labyrinthe personnel? Écoutez, là, vraiment, il y a que des chemins, ça part de partout. J'arrive pas à distinguer le sol du plafond. Ça va être compliqué, là. Tu dis, alors, comment on peut faire? Il faut assumer. Il faut assumer. Ouais. Maintenant, ce difficile passage qu'on a dit qui s'appelle la crise d'ado, en fin de compte, c'est quoi? Parce que le Rav de Brisk qui dit plus la blessure est profonde, plus la cicatrice est solide. Donc tu vois les gens qui ont fait une grosse crise d'ado, pour peu qu'ils se soient préservés de tous les dégâts collatéraux, ils sortent des gens très forts. Et le contraire, des gens qui n'ont pas eu de crise du tout, je dis de... Eux, premier obstacle, premier échec, première souffrance, première déception, ils tombent par terre comme la vitrine en miettes. Je dis, enfin, c'est pas possible, Premier refus, tac. Première crise, il se met dans un état truc, première contrariété, il pète le câble. Bah oui, papa, il a pas.
il ne s'est pas battu, il n'a pas pris les coups de boule, il n'a pas pris les coups, il n'a pas, fait les pompes, il n'a pas souffert du froid, de la faim, il n'a pas. Donc la combativité, elle est venue avec le combat. Et la capacité à assumer le combat, elle est venue de l'engagement. Et l'engagement, c'est la responsabilité. Donc ça tourne toujours en rond. Donc ça veut dire qu'en vérité, tu dois regarder la responsabilité comme un outil, peut-être majeur, de ton devenir. Alors qu'en général, qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer Hara? Il te met en situation de dire, écoute, ça fait beaucoup pour toi, laisse faire, il y a un mec qui va le faire à ta place, les choses, elles vont se faire de toute façon, avec ou sans toi. Du coup, toi, tu te mets dans l'absence. Mais l'absence, elle a un manque. C'est la présence. Et les absents ont toujours tort. Moi, je sais, c'est pas de ta faute. Tu as écrit un bouquin pour expliquer pourquoi tu étais absent. Mais le fait que tu sois absent, même légitime, ne peut pas te donner le bénéfice comme si tu avais été présent. Vous me suivez ou non? Donc la légitimité de ton absence ne te donne pas les avantages de la présence. Elle se dit, mais je t'ai expliqué pourquoi. Oui, tu m'as expliqué pourquoi, mais tu m'as expliqué pourquoi tu n'es pas venu au boulot, mais je ne peux pas te payer comme si tu étais venu. Bah, attends, quelle différence? Je ne comprends pas. C'est des indemnités. Ok, indemnité, c'est une société, c'est un système. Mais moi, le boulot, tu ne l'as pas fait, je vais te payer. En plus, j'ai dû payer quelqu'un d'autre, puisque tu n'as pas voulu le faire. Alors tu veux quand même le salaire parce que toi, lui, il a fait le travail, il est payé. Toi, tu fais le travail et toi, tu vas être payé parce que tu as une bonne raison pour expliquer pourquoi tu l'as pas fait. C'est débile ou non? Oui, non, oui, non, oui, non. Mais c'est rien dans le professionnel. Et quand toi, tu es déçu de ce que les enfants deviennent, alors que tu es convaincu de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, il n'y a pas d'indemnité. Ouais, quand tu vois que ton couple, il a un niveau de communication qui est proche de zéro après 18 ans de vie commune, parce que le travail n'a pas été fait, ça sert à rien d'accuser le monde entier, les beaux-parents, la famille, la race, les Tunisiens, les Marocains, parce que tu n'as pas travaillé, toi, de toute façon. Ils sont bizarres, les gens. Donc, en fait, ils croient que le fait de pouvoir légitimer, ça donne le bénéfice du travail accompli. Mais non! Tu veux que le mur il soit monté, monte-le. Après, tu dis, ouais, mais je vais m'écorcher les mains sur le parpaing. Appelle des copains. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? C'est que c'est toi qui prends le parpaing, qui le pose. Après, c'est toi qui prends le ciment. Moi, je vous dis, des fois, pendant les vacances, je me défoule. Je prends du ciment, je prends du béton, je prends des graviers, et je fais un petit mur. Mais je dis, mais le Rav, il fait ça? Bien sûr. Et ça fait du bien. T'as mal partout, c'est vrai. T'as les mains qui sont abîmées. Tu prends une bonne douche et tu contemples ton mur pourri, mais solide. Mais il est moche. Tu dis ça, c'est pas un maçon qui l'a fait. C'est pas grave, c'était pas une vocation de vie. D'accord? Mais tu t'es défoulé. C'est comme ça. Ça te fait du bien. Une fois, il y avait 500 kilos de sable en plein milieu du jardin. J'ai dit, je vais les mettre sur le côté. J'en ai marre de les voir. Je l'ai fait. C'est ce que c'est 500 kilos de sable. C'est pas une pelletée. Hein. C'est les gros sacs là que quand vous faites venir du sable. Alors j'ai tiré ce que je pouvais sur le côté et après j'ai rempli au fur et à mesure avec des seaux. J'ai tout enlevé. Je l'ai fait. Puis mais c'est pas toi de le faire. Il y a des gens pour ça. D'abord c'est bien que tu ressentes. Qu'est-ce que le gars il fait comme ça? Quand lui il a passé 6 heures et qu'il s'est cassé le dos, tu lui donnes pas 10 €. T'as vu que ça fait mal au dos? Je dis bah écoute vas-y je t'en prie. C'est une misva. Il n'y a pas de misva, il est mort, le mec. Tu lui donnes 10 €. Donc déjà, tu le payes en fonction. Tu ne dis pas, je vais le presser comme ça. Parce que toi, tu presses les employés, mais le bon Dieu, il te presse à toi. Tu n'as pas compris encore. Donc c'est normal. Ouais, et à part ça, que ça te donne un poids dans la réalité. Donc quand tu es trop dans les théories, tu as besoin de revenir dans la réalité. Quand tu es très tôt dans les idées, ça fait du bien d'être dans le concret. Ça fait du bien. Parce que c'est un rééquilibrage. Et c'est normal. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le bonheur, il faut l'assumer. Parce que les gens, ils croient toujours qu'il faut assumer les malheurs. Mais c'est faux, il faut assumer le bonheur. Comme il faut assumer la santé. Donc tu ne manges pas n'importe quoi, tu ne fais pas n'importe quoi de ta vie. Parce qu'il faut assumer. Ouais. Après, il faut assumer la dette.
Parce que sinon, après, tu dis, je change de rue, je change de truc, j'ai honte, je sais pas quoi faire. Après, je suis obligé d'avoir la haine et la rancune contre le mec qui te demande de l'argent. Et tu l'attaques pour harcèlement. Mais le mec qui vient juste pour que tu accomplisses la promesse que tu lui as jurée de lui rendre au bout d'une semaine, ça fait 8 ans. Donc, c'est pas qu'il est méchant, c'est que toi, tu n'assumes pas. Maintenant, si tu avais assumé, eh ben, ça serait bien passé. Alors, tu dis, oui, c'est pas toujours facile d'assumer. Alors, je vous donne le secret. C'est qu'en fait, quand tu assumes ta responsabilité, qu'est-ce que tu fais? On dit en français, tu fais preuve de bonne volonté. Or, on a déjà expliqué 1 million de fois que la nature profonde de la volonté, elle vient de l'âme, et que l'âme est divine. Donc l'essence de la volonté est divine. Mais l'orientation et la connotation de la volonté est humaine. Donc quand tu dis je veux, le je c'est toi, mais la nature du vœu est divine. Donc quand tu dis je veux, en t'engageant, en fait tu mets Dieu dans l'affaire. Et quand Dieu il est partenaire à plus de 51% du business, tu crois que tu vas avoir un problème de budget? Tu crois que tu vas avoir un problème de réussite? Tu vas avoir un problème d'opportunité de faire les bonnes rencontres? Mais c'est lui qui crée les rencontres, c'est lui qui crée les opportunités, c'est lui qui donne le budget, c'est lui qui fait que le client il accepte, c'est lui qui fait que le business il se présente à toi. T'as pas compris encore? Et plus tu la joues perso, en disant c'est bon, je me déroule, j'ai besoin de personne. Après tu dis il n'y a pas la bracha, c'est la inara, tout l'avenir est bouché, il n'y a rien qui bouge. Tu veux la jouer perso, tu te débrouilles. Donc ça veut dire qu'en fait, assumer, c'est mettre sa volonté. En tant que croyant, tu sais que ta volonté, dans sa nature, elle vient de Dieu. Pas, encore une fois, pas l'orientation de la volonté, sinon ça veut dire qu'on est des robots. C'est la nature de la volonté. Donc c'est une énergie, ce que les médecins appellent la vie, en éthique médicale. D'accord? La vie que tu contiens, la vie que tu propages. Après, ça s'appelle la bonne volonté. D'accord? Après, ça s'appelle la conviction. Après, ça s'appelle la détermination. Mais quand tu prends cette énergie et tu la mets dans un projet, la capacité à la maintenir jusqu'au bout du projet s'appelle la responsabilité. Or, si cette responsabilité, elle est imprégnée à un certain pourcentage d'un niveau de volonté divine, du coup, Dieu est impliqué dans le projet. Ça s'appelle Irato Kodemet Lechormato, que sa crainte de Dieu, elle passe avant sa sagesse. Parce que si tu es tellement chacham, débrouille-toi. Mais comment ça se fait qu'avant, ça t'es hyper intelligent, et puis après, ton intelligence, elle est juste pour légitimer ton échec en accusant l'autre? Vous suivez ou non? Donc en fait, tu n'as jamais assumé. Et je te dis, le fait de ne pas assumer, ça te coupe les bras. C'est l'inverse. Les gens, quand tu leur dis qu'il faut assumer, ils te disent écoutez, vous m'avez coupé les bras, j'ai plus de force, je me sens désarmé. Mais c'est le contraire. C'est quand tu assumes que tu es fort. C'est pas quand tu n'assumes pas. C'est l'inverse. D'accord? Donc, maintenant on a compris maintenant. Quand on a dit à Yehuda de devenir. Quand on a dit à Shaoul qu'il était roi, son erreur, c'est de ne pas avoir assumé. Donc il s'est retrouvé devant la situation, il a baissé les bras, d'accord? Mais le contraire, Yehuda, lui, quand il s'est retrouvé devant la situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit j'assume, j'ai promis à mon père que j'allais ramener mon frère, et bien si je dois rester esclave toute ma vie, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est ça. Maintenant, le fait qu'il a accepté d'être esclave, oui, toute la situation, elle a été renversée. Du coup, ni il a été esclave et le fils, il a été sauvé. Le frère, il a été sauvé. C'est qu'en fait, les gens croient que d'assumer, ça veut dire, ça va encore être sur ma pomme, ça va être sur ma tête. Ouais. Mais non, tu n'as pas compris. Quand tu assumes, il y a un changement de situation. Pourquoi? Parce que ce qui manquait dans la situation, justement, ce qui manquait, c'était l'homme de la situation. C'est comme si vous rentrez dans une scène, tout le monde est arrêté comme ça. Donc vous avez compris qu'on a mis pause. Ouais. Puis vous voyez, chaque personnage de la scène, il est là. L'autre, il est là, l'autre, il est là, l'autre, il est là, l'autre, il est là. C'est un film en arrêt. Et par terre, il y a une espèce d'enveloppe en silicone qui a une forme humaine. Alors tu dis au gars responsable de la situation, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ça, c'est une enveloppe corporelle qui attend d'être remplie avec l'homme de la situation. Vous me suivez ou non?
Bah toi, tu arrives dans n'importe quel domaine. Tu arrives, c'est toi le responsable commercial. Tu vas assumer ton rôle. Tu rentres à la maison, c'est toi le père, tu joues ton rôle. Tu dis, oh non, je suis fatigué, j'ai déjà fait le papa avec tous les clients, maintenant je fais l'enfant quand je rentre à la maison. Du coup, ma femme, elle a un gosse de plus. Mais non, tu es père, tu es rôle de père. Père, repère, tu joues, tu es là, tu aides pour les devoirs, tu assumes, tu mets une certaine autorité, c'est normal, tu es le père. Tu rentres dans la situation père, l'enveloppe de silicone, elle t'attend. Là, tu rentres dans. Non, là, ta femme, elle est malade, et ben t'assumes, t'es là, t'es proche, t'es sympathique, t'ambiances, tu appelles le SAMU, tu trouves une solution, c'est normal. Tu dis, oh non, écoute, franchement, ça me prend la tête, de toute façon, qu'est-ce que je fasse Qu'est-ce que je fasse Elle est malade Bah alors quoi Alors je vais voir mon film, et puis si ça va mieux, si tu meurs pas, bah, on en reparle. Une fois, un papa dans une ville que je ne citerai pas, son fils, il a fugué 3 jours. Il n'a aucune nouvelle. Je dis, mais. Je le vois assis devant la télé, tranquille. Je fais, mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais là? Puis écoute, j'ai été au commissariat, j'ai été à l'hôpital, j'ai même été à la morgue. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors qu'est-ce que je fasse? Je dis, je comprends que tu as du mal à imaginer où tu vas le trouver. Mais comment tu manges? Comment tu regardes la télé? Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que les 17 ans de vie commune ne t'ont pas permis de développer l'instinct parental. Donc toi, tu crois que ton fils est fou, que c'est juste une épreuve, mais un chamaïm, alors qu'en fait, c'est juste un révélateur de ton niveau d'inconscience parentale. Et dans tout, c'est pareil. Donc la faiblesse de ton mari, c'est une épreuve pour ta solidarité de couple. Vous me suivez ou non? La maladie de ta femme, c'est une épreuve pour ton effort de proximité. Maintenant, quand toi, tu vas assumer cette difficulté, ouais, non seulement toi, tu vas sortir grandi, mais en plus, ton couple, il va être renforcé. Si tu ne fais pas œuvre de solidarité parce que tu n'assumes pas, je te dis pas le couple, il part en sucette, parce que quand j'ai besoin de toi, tu n'es jamais là, ouais. Et ton image à toi, aux yeux de l'autre, elle est morte. Et ton image à toi, au niveau de toi-même, puisque tu as été le pauvre type de la situation, elle est pourrie. Donc, tu as perdu 3 fois. Donc, tu vois qu'à ce moment-là, si tu avais été le roi, d'accord, le roi de ta peur, le roi de ta flemme, le roi de la situation, tu serais sorti grandi de la situation. C'est pour ça que Yehuda, il a été choisi pour que tous les rois d'Israël, jusqu'au Mashiach, ils descendent de la tribu de Yehuda. Parce qu'il a développé ce sens de la responsabilité. D'ailleurs, quand les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, qu'ils sont arrivés devant la mer, et que toutes les tribus étaient comme ça en train de regarder la mer, genre, mais où est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? On est vraiment dans la mer. Qu'est-ce qu'elle a fait la tribu de Yehuda? Elle a plongé dans l'eau. Elle est rentrée. Tu dis, ouais, mais attends, c'est quand même risqué, parce que c'est que souvent les gens, quand ils ont la tête en dessous de l'eau, en général, ils se noient. Ouais. Mais eux, ils ne sont pas rentrés pour mourir. Ils sont rentrés pour vivre. La grande épreuve, c'est pas de mourir pour sa croyance. Ça dure 3 secondes, c'est rien, tu appuies sur le bouton. Ce qui est dur, c'est de vivre pour sa croyance. Parce que quand tu tiens ta religion, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la routine, malgré la lourdeur, malgré les déceptions, des fois, parfois qui sont plus grands, des gens qui sont plus grands que toi, et tu tiens ta route, ça c'est plus dur que de mourir. Hein. Mourir, c'est facile. Tu vas, tu te jettes. Combien de temps ça dure? Allez, t'es mort en 10 secondes. Ouah, t'as battu un record. Mais garder 80 ans ta foi, 100%, c'est très dur. Ils ne sont pas rentrés dans la mer pour mourir. Ils sont rentrés pour vivre. Parce qu'ils ont compris. On ne pouvait pas retourner en Égypte. Ils sont derrière nous. De ce côté, il y avait des falaises. De l'autre côté, il y avait les bêtes sauvages. Et il y avait la mer devant eux. Ils ont compris que la seule manière de bouger, c'était d'avancer. Tu mets à la mer. Mais il y a toujours la mer. Ça s'appelle l'inconnu, ça s'appelle la difficulté, ça s'appelle l'obligation de changer, ça s'appelle l'obligation d'assumer. Mais dès qu'ils sont rentrés dans l'eau, ouais, la mer s'est ouverte.
C'est-à-dire que l'épreuve, c'est une illusion d'optique pour que toi, tu t'engages réellement dans une épreuve virtuelle. Ça, c'est du bon, c'est du massif, pour ceux qui prennent des notes. Vous avez compris ou non? Parce qu'en fait, l'épreuve, elle est virtuelle, mais l'engagement est réel. Maintenant, la seule manière d'enlever le virtuel, c'est le réel. Maintenant, on n'a pas besoin que l'épreuve, elle soit vraie. Ce qui compte, c'est que toi, tu t'engages vraiment dans l'épreuve. C'est pour ça que la Gemara dans Megillah, elle dit que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit, mais ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette génération de Mordechai et Esther pour supporter une telle épreuve que même Hitler n'a pas réussi à mettre en place? Parce que Haman, il avait mis en place que tous les Juifs du monde, ils allaient être exterminés en un jour. Hitler, il n'a pas réussi en 5 ans, 6 ans, il n'a pas réussi à tuer la moitié. Ouais, un tiers. Mais lui, il avait organisé déjà, c'était fait. Ça veut dire qu'on attendait juste le jour J, tac, c'était terminé. Ouais. Alors les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé, ils ont dit, mais comment les bénis Israël, ils ont mérité un tel stress, ouais, une telle menace mortelle. Alors, la Gemara, elle répond parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Achashvérosh. Assuérus, il avait fait une statue. Et c'est interdit dans la Torah de se prosterner devant une idole. Et lui, il avait idolâtré sa propre personne. Et donc les gens, ils allaient se prosterner devant sa statue. Alors il dit, puisqu'ils se sont prosternés devant un homme, au lieu de se prosterner devant Hachem, ils ont eu cette menace de mort. Alors les élèves, ils ont dit, mais on sait très bien qu'ils ont fait semblant de se prosterner. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais Hachem aussi, il a fait semblant qu'il allait les exterminer. Je ne sais pas si vous... Je sais ce que vous allez dire. C'est un peu un humour un peu violent. Mais c'est vrai. Des fois, au dernier moment, il n'y a rien, et des fois, il y a l'extermination. Ça fait partie. Oui. Mais réfléchis bien, que tu vois, là-bas, c'était de faire une teshuva pour que l'extermination n'arrive pas, et là-bas, c'était de rester dans ta foi, malgré que l'extermination, elle arrive. C'est pas la même épreuve. Je sais ce que vous allez dire. C'est horrible. T'en fais pas, c'est pas pour nous. Nous, on transgresse Shabbat pour 100 €. Tu crois qu'on va mourir dans un camp de la mort? Nous, si notre petite sœur, elle attrape une maladie, on ne croit plus en Dieu. Alors si toute la famille, elle est exterminée, tu crois qu'on va mettre les téphilines? Donc l'épreuve, elle est à la hauteur des gens qui peuvent l'assumer. Donc eux, ils avaient ce sens de la responsabilité. Donc on va leur donner des épreuves qui sont très très hautes. Ouais, et nous, on a un autre sens de la responsabilité, un autre niveau. Donc on va nous dire, écoute, sois Shomer Shabbat. Faire vite. Ok, t'as oublié, tu t'es déshabillé, t'es en pyjama. Ok, alors tu vas te lever, tu vas te rhabiller, tu vas faire vite. Franchement, c'est pas évident. Je ferai demain 2 fois Shacharit. Je mettrai 20 € dans la Zdaka. Je demanderai dans une yeshiva qui fasse Arvit pour moi. Assume, tu te lèves, tu t'habilles, tu fais Arvit. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas trop tard non plus. D'accord? Oui? Donc c'est exactement pareil. Ça veut dire que vous avez compris maintenant qu'en fait, quand la tribu de Yehuda, elle s'est mise en situation, alors elle a réussi. Donc si la mitzvah, entre guillemets, c'est d'assumer, donc c'est quoi la faute? C'est d'esquiver. C'est pour ça que le passouk qui dit, le passouk qui dit comme ça, Gam bekenafaïr nimtseudam, même sur tes ailes, sur tes épaules, on a trouvé du sang. Nefashot evionim, de personnes pauvres, nekiim, innocentes. Vatomri, et toi tu as dit, kini keti, ouais, car je suis innocent.
Naki en hébreu, ça veut dire propre. Ça veut dire aussi innocent. Il dit Ineni nishpat otra. Alors Hachem, il dit voici que je vais, Hachem, il dit au peuple d'Israël, je vais te juger al imrecha lochatati. Parce que tu as dit je n'ai pas fauté. Ok, t'as fauté. Bon, tu assumes, tu dis j'ai fauté. Toi, tu fautes et tu dis j'ai pas fauté. Mais je comprends pas, mentir à Dieu, ça n'a pas de sens. C'est comme si quand le gosse lui dit pourquoi tu fais pas de devoir, il dit non, le prof il est mort. Mais c'est idiot de dire ça, parce qu'il va vérifier en 4 minutes. Tu mens sur un truc qui est évident. Ouais, ben c'est exactement pareil. Toi, quand tu dis à Dieu j'ai pas fauté, à lui tu l'embrouilles. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vatomri Beliber, tu as dit dans ton cœur qui nakiti, ça veut dire je suis propre. Kelomar à Adam, mais ramé, l'homme, il s'imagine, il se trompe. Af et atzmo, même lui-même, l'omar l'ochatati, de dire je n'ai pas fauté. C'est pour ça que le gars, quand il fait une adultère, il t'explique qu'en fait, il a sauvé une femme du désespoir. Tu dis ok, mais elle était mariée, la pauvre. Ouais. Et quand il a violé sa cousine, il lui dit grâce à moi, elle a une expérience sexuelle précoce. Mais t'es un malade. Comment il peut dire l'ochatati? Parce qu'il a fauté. Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir dit j'ai pas fauté. Pourquoi encore une fois? Parce que c'est pas parce qu'on le punit parce qu'il est incapable et parce qu'il est irresponsable. C'est parce que la seule manière de pouvoir s'engager dans un cheminement qui l'aurait sauvé de la faute, de la teshuva, c'est d'abord d'assumer. D'abord tu dis j'ai une tâche, après on te donne une solution pour la nettoyer. Mais quand tu dis que tu n'es pas taché, comment je vais te nettoyer la tâche? Maintenant il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont une tache noire sur un costume blanc, qu'est-ce qu'ils font? Ils noircissent le costume. On appelle ça en français noircir la situation. Ouais. C'est-à-dire ils vont se pourrir, parce que de toute façon, si déjà je suis sale, alors je vais faire toute la vérole du monde, parce que de toute façon, je suis mort. Ouais. Non, il y a une tâche, tu nettoies la tâche. Maintenant, la tâche, en soi, c'est déjà une tâche. Ouais. Mais si tu ne veux pas assumer la tâche, tu t'identifies à la tâche. D'ailleurs, tout le monde te le dit, mais tu es vraiment une tâche. Ouais. Donc la personne, en vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va assumer son erreur. Elle va assumer sa avéra. Quand elle l'assume, en vérité, elle fait la réparation de la avéra. Parce que c'était quoi la faute? La faute, c'est de se mettre en mode irresponsable pour que le Yetzer Hara, il me fasse fauter. Donc la seule teshuva possible, c'est de se remettre en responsabilité pour que Hachem il puisse pardonner. Parce qu'à qui je parle puisque tu n'es pas là? Or c'est ça la faute. La faute, c'est le laisser aller. La faute, c'est le vent de folie. La faute, c'est j'ai pas envie de me prendre la tête. La faute, c'est ça me saoule. La faute, c'est ça me concerne pas. La faute, j'ai envie de délirer. Dieu n'existe pas. Ok. Alors je te conseille, si tu as choisi le coma, ne te réveille jamais. Parce que le jour où tu vas te réveiller, tu vas avoir 42 ans de regret. Tu sais ce que c'est le regret? C'est la mort avant la mort. C'est pour ça qu'on l'appelle remords. Il remord, et il remord, et il remord. Le mec, il a été avec la femme du voisin, 10 minutes sur le canapé, ça fait 28 ans, ça fait 28 Yom Kippour qui s'angoisse, ça fait 28 ans qu'il est dans le stress, ça fait 28 ans qu'il se sent mal parce que le mari s'est suicidé. Les 4 enfants, ils ont été placés, ils sont devenus fous. L'autre en famille, on l'a abusé d'elle, la fille. Alors que la mère, elle est partie en sucette parce qu'elle avait détruit son mari. Le mari s'est suicidé. Tout ça pour 10 minutes sur un canapé, à faire ça comme un animal avec la peur que la voisine, elle rentre. Tu te rends compte le prix que tu as payé par rapport à ce que tu as reçu? C'est ça la mort. C'est la mort avant la mort, remords. Mais non, tu n'es pas obligé d'avoir à regretter les choses que tu n'as pas fait. Le seul problème, c'est qu'il fallait assumer le fait de ne pas pouvoir le faire. Donc avant de faire la bêtise, tu assumes la difficulté de ne pas la faire. Mais après que tu as fait la bêtise, tu assumes le fait que tu l'as fait. Mais si tu n'assumes pas avant et que tu n'assumes pas après, donc tu n'es pas responsable. Donc ta vie, elle rentre dans le long cheminement de la plume dans le duvet de poulet pris dans la violence d'un tsunami.
qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs. Déjà le poulet, on ne l'a pas retrouvé. Alors le duvet de poulet, on ne l'a jamais retrouvé. Tu deviens une particule élémentaire perdue dans l'ouragan cosmique de l'arbitraire. Ce qu'on appelle que dalle. Alors que c'est dommage. Parce qu'Hachem, il t'a donné une neshama. Hachem, il t'a donné un contexte. Hachem, il t'a donné la vie. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la Torah. T'es né dans un peuple quand même qui a une destinée incroyable. Et toi, t'as fait le cinglé. Toi, t'as fait le gamin. Toi, t'as fait le bébé. Toi, t'as fait la hamara. Toi, t'as fait l'idiote. Toi, t'as fait la superficielle. Tu t'es rendu toi-même un duvet de poulet alors que tu étais une balle de parabellum. T'es un missile sol-sol, mais t'es fou. Tu dis oui, mais j'avais pas confiance en moi. Mais t'es un missile, il y a marqué dangereux dessus. C'est pas possible. T'étais du napalm, tu t'en es servi pour faire un barbecue. Mais le napalm, c'est une arme. C'est une arme, t'es une arme. Comment tu t'es tellement dévalorisé que tu t'es détruit pour des bêtises? Encore une fois, pourquoi? Parce que tu n'as pas assumé. Maintenant que tu n'assumes pas ta nationalité, que tu n'assumes pas ton identité, que tu n'assumes pas ta religion, que tu n'assumes pas tes responsabilités, que tu n'assumes pas tes choix, que tu n'assumes pas ton bonheur, que tu n'assumes pas ton malheur, c'est la même chose. C'est que tu n'as pas profité d'un levier extracteur de potentiel qui s'appelle la responsabilité. Ouais. Et ça, c'est ça le message. Qu'en vérité, tout ça, c'est entre tes mains, et que Baruch Hashem, en fin de compte, c'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais dit que le bonheur n'existe pas. Je m'excuse pour les gens qui sont abonnés à la chaîne Bisounours, mais le bonheur n'existe pas. Mais, si ça peut vous rassurer, le malheur non plus. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas un état de fait. Comme le malheur n'est pas un état de... Les gens, ils voudraient que le bonheur, ça soit la maison, the couple, les enfants bronzés, les revenus, la belle voiture en bas, la maison à Natania. Non, c'est pas ça le bonheur. Ça, c'est juste le décor. Le bonheur, c'est une relation de maturité que tu entretiens avec une réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si la réalité, elle est bonne et que tu l'assumes, parce qu'il faut assumer le bonheur. Attention, si tu as une femme magnifique, il faut assumer. Si tu as des enfants intelligents, il faut assumer. Tu dis pas, je m'en fous, pas que ça à faire, qu'ils crèvent. Attention, parce que le même enfant intelligent, quand il est cassé moralement, il devient ou pervers, ou destructeur, ou autodestructeur. Parce qu'il est intelligent, donc il va se détruire plus vite. Donc, le bonheur aussi, il faut l'assumer. Donc, si tu assumes le bonheur, il devient exponentiel. Si tu assumes le malheur, il devient une solution. Mais si tu n'assumes pas, ton bonheur, il devient un malheur parce que tu ne l'assumes pas. Et ton malheur, il perdure puisqu'il n'y a personne pour le régler. Donc, la définition du bonheur, c'est une relation de maturité que tu entretiens avec une réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et le malheur, c'est quoi? C'est une relation d'immaturité que tu entretiens avec une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc le bonheur, en fin de compte, c'est quoi? C'est la projection de la responsabilité, et le malheur, c'est la projection de l'irresponsabilité. Ça va? Chazak ou Baruch. Alors je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début du cours, que mardi prochain, c'est le 10 Tevet, c'est un jeûne. Il sort à 17h43 ou je ne sais pas, ou 50. Est-ce qu'on fait court ou non? On fait court? Pas de problème? Donc cours mardi prochain, Chazak ou Baruch. On va s'il vous plaît dédier le cours pour la réfoua chez les malades de tous les malades d'Israël, en particulier pour le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, pour le Rav Moshe Ben Reisel, pour Chaya Uzan, Liliane Azizal Bat Nejma, Sarah Ilanit Bat Liliane Aziza. Faut dire Amen. Aussi pour Simcha Bat Frecha, Esther Bat Frecha. Allez, c'est pour les vivants. Taïta Bat Simcha, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Nissim Leb Ben Perlé, Amen. Noah Batrava, Amen. Comment elle s'appelle la maman qui a été dans l'attentat en Israël? Shirel. Et vous n'avez pas le texto là?
Nissim